Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct, au cours de laquelle nous parcourons en première partie quelques informations internationales. En deuxième partie, nous avons bien entendu rendez-vous avec un invité de marque pour nous parler d'un sujet, le thème du jour, l'économie égyptienne et surtout les finances de notre pays. Mais pour commencer, voici tout de suite un compte-rendu rapide de ce qui se passe à travers le monde, à commencer par l'Égypte, où les ministres de la Défense et représentants de 27 pays de la communauté des États sahélo-sahariens, la CENSAD, se réunissaient aujourd'hui pour tenter de renforcer leur coopération en matière de sécurité, notamment de lutte contre le terrorisme. Cette organisation panafricaine créée en 1998 et qui réunit 28 pays a fait de la sécurité sa priorité en inscrivant notamment à son agenda un projet d'accord sur la coopération sécuritaire et un autre sur un mécanisme de prévention, gestion et règlement des conflits selon son site internet. Un compte rendu. Les ministres de la Défense ou représentants de 27 pays de la communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD, se réunissaient jeudi en Égypte pour tenter de renforcer leur coopération en matière de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme. La situation sécuritaire dans l'espace sahélo-saharien est très préoccupante, notamment en raison de la prolifération illégale des armes, des trafics de drogue et du terrorisme, a déclaré le secrétaire général de la CENSAD, le Nigérien Ibrahim Sani Beni, à l'ouverture de la 5e réunion des ministres de la Défense de l'organisation à Sharm el-Sheikh. Selon l'armée égyptienne qui organise la réunion, 27 ministres de la Défense ou représentants de ces ministères étaient présents jeudi dans la station balnéaire de la mer Rouge pour 2 jours de réunion qui ont été précédés par 2 journées de travail de militaires et hauts fonctionnaires des États membres. Le secrétaire général de la communauté a indiqué que les ministres discuteront de projets d'accord qui devront ultérieurement être soumis au chef d'État de la CENSAD sans plus de précision. Citons notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique, les Chebabs somaliens, le groupe extrémiste nigérian Boko Haram et l'organisation terroriste Daesh. Le secrétaire général a martelé que le terrorisme ignore les frontières. Aucun État ne peut s'en prémunir seul. Il faut des réponses coordonnées et concertées, a-t-il dit. Nous devons mettre en place des mécanismes de prévention et de résolution des conflits. C'est le sens de cette réunion, a-t-il conclu, appelant les délégués à adopter des mesures fortes pour promouvoir la coordination des actions des États membres. Toujours à Sharm el-Sheikh, le ministre tunisien de la Défense a accordé une interview à notre envoyé spécial Noha Ala. On se trouve toujours à Sharm el-Sheikh pour la première journée de la réunion des ministres des pays membres de la communauté sahélo-saharienne. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir en ma compagnie le ministre tunisien de la Défense. Bonjour. Bonjour. Alors justement, aujourd'hui, c'est la première journée de la réunion des ministres. Hier et avant-hier, il y a eu une réunion du comité des experts où ils ont discuté différents sujets. Le principal, la lutte contre le terrorisme, et nous savons que la Tunisie est en plein sujet. Tous les États partis sont en plein sujet parce que c'est malheureusement, c'est un phénomène qui touche tout le monde. Et puis, disons, il y a maintenant un nombre important d'États africains qui sont concernés par ce phénomène. Nouveau, dans le sens où ce n'est plus le terrorisme d'il y a 20 ans. Maintenant, c'est un type nouveau qui a des ambitions territoriales et qui établit des connexions entre donc les factions qui sont différentes selon les pays, mais c'est le même phénomène, c'est un phénomène dangereux pour tout le monde et que donc nous pensons que quels que soient les États qui sont là, qui sont différents, ils sont du nord, du sud, de l'est, mais de cultures différentes aussi. Il y a des États chrétiens, des États musulmans, des États qui parlent arabe, français, d'autres anglais, mais ils sont donc concernés par le même phénomène. Et donc nous pensons qu'il est temps d'abord de coopérer, parce que c'est un phénomène qui est transnational. Qui va même au-delà des océans, et donc nous avons vu que c'est un phénomène qui touche tous les États, même les États riches, même les États qui ont des moyens comme la Belgique ou autres, et donc il faut coopérer. Nous avons donc l'obligation de coopérer sur le plan des renseignements parce que le terrorisme
ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre non conventionnelle, et donc il faut le combattre par la formation. Il faut aussi le combattre par la formation et non pas la formation d'un type nouveau de soldats, donc un type nouveau qui est adapté, qui est aguerri à ce genre de danger. Il faut aussi le combattre par des équipements adaptés. Et ça, c'est essentiel. Les pays du Sud n'ont pas les moyens de le faire. Il faut que les pays du Nord jouent leur jeu, accomplissent leur devoir d'aider, parce que là, en assistant les pays du Sud pour les équipements, ils se protègent eux-mêmes. Et comme vous le voyez maintenant, nous avons vu les armes. Ils sont en Belgique, ils sont à Paris, ils sont en France, et donc ce n'est pas seulement une protection des frontières des pays du Sud. Mais l'essentiel, je pense qu'il faut faire une lecture juste du phénomène, parce que là, pendant des décennies, la communauté internationale a fait une lecture fausse. Au lieu on a investi des sommes monumentales, des sommes colossales en Afghanistan, en Irak, en Syrie. On a acheté des équipements qui ont coûté des milliards de dollars, et le résultat est décevant. Non seulement on n'a pas éradiqué Al-Qaïda, mais on a donné naissance à d'autres mouvements, et donc forcément le bon sens dit qu'il y a une lecture fausse. Et donc il faut faire une lecture juste cette fois-ci. Une stratégie qui touche pas seulement le côté donc militaire et sécuritaire, mais également tous les aspects. Si on veut gagner cette guerre contre le terrorisme, il faut avoir une vue globale, une stratégie globale qui touche essentiellement l'économique, le social, le religieux, l'éducationnel. Et il faut arrêter avec... il faut en tout cas essayer de trouver des solutions justes à des problèmes nombreux dans le monde. Et c'est comme ça qu'on peut, je pense, combattre et gagner. Voilà. Je sais que vous êtes très pris par votre temps, donc merci beaucoup, et on espère que cette conférence réussira à atteindre tous ses objectifs. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci Noha pour cet entretien. Et puisque nous parlons terrorisme, le groupe islamiste Daesh a ordonné aux quelques 15 000 civils encore présents à Palmyre de fuir cette ville syrienne que les forces gouvernementales cherchent à reprendre. Un compte rendu sur la situation justement dans cette ville touristique et ville d'histoire protégée par les Nations Unies en principe. Les terroristes de Daesh ont appelé par haut-parleur les civils à partir car les combats ont atteint les faubourgs de la ville, a indiqué l'OSDH, selon lequel les forces pro-gouvernementales avancent sur plusieurs fronts côté ouest. Leur progression est toutefois ralentie par des engins explosifs laissés par Daesh dans les champs autour de la ville, d'après l'Observatoire. Une source de sécurité syrienne a affirmé mercredi que l'armée, désormais aux portes de la ville, se préparait à débuter la bataille de la libération de la ville prise par les terroristes en mai. D'après le directeur de l'OSDH, Rami Abderrahman, il reste à Palmyre encore 15 000 des quelques 70 000 habitants que comptait cette localité du centre de la Syrie, surnommée la perle du désert. Seuls les plus pauvres n'ont pas pu fuir plus tôt, a dit M. Abderrahman. L'armée et des milices pro-régime qui ont repris des collines dans les faubourgs de la ville affrontaient les terroristes jeudi à la lisière du quartier Hay el-Garf dans le sud-ouest de Palmyre, alors que les aviations syriennes et russes effectuaient des frappes contre des positions terroristes dans le secteur selon l'OSDH. Les forces armées continuent d'avancer sur Palmyre et ont pris le contrôle total de la colline Altar à l'ouest de la ville, a de son côté indiqué la télévision d'État syrienne. Depuis sa prise de Palmyre, Daesh a détruit de nombreux trésors archéologiques de sa cité antique et au patrimoine mondial de l'humanité. Sa prise permettrait au régime de progresser plus à l'est dans le désert syrien vers la frontière avec l'Irak contrôlée par les terroristes auxquels la trêve des combats en Syrie décrétée le 27 février ne s'applique pas. Mesdames,
messieurs, l'Irak a annoncé aujourd'hui avoir lancé l'offensive pour reprendre Mossoul, la deuxième ville du pays, aux mains des terroristes de Daesh. Une bataille qui s'annonce difficile, même si les terroristes ont perdu du terrain ces derniers mois. La reprise de Mossoul est considérée comme l'objectif le plus important de la campagne de reconquête des territoires perdus lors de l'offensive éclair menée par Daesh en 2014. Toujours le terrorisme. À l'ordre du jour, la Belgique traquait aujourd'hui 2 suspects dans les attentats de Bruxelles, dont les 3 auteurs jusqu'ici identifiés, qui sont tous liés aux attaques de novembre à Paris. Par ailleurs, le roi des Belges, Philippe, et la reine Mathilde, ainsi que les représentants des gouvernements et parlements de la Belgique fédérale, ont rendu hommage aux victimes des attentats de Bruxelles, dans un rare symbole d'unité pour ce pays. Quittons la Belgique pour le Congo, mais le Congo-Brazzaville, pas le Congo ex-belge. Le président congolais du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui cumule le pouvoir depuis un certain nombre d'années, a été réélu au premier tour avec 60,39% des voix selon les résultats officiels publiés. Parlant à la presse à son siège de campagne, peu après les résultats, M. Sassou Nguesso a estimé que le peuple congolais avait pris son destin en main et jugé que la campagne électorale avait donné lieu à un débat démocratique très ouvert. Quittons l'Afrique pour la France, où le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, estimait aujourd'hui qu'environ 800 000 migrants attendaient de pouvoir passer en Europe depuis la Libye. Interrogé à la radio française Europe 1, il a d'abord évalué le nombre de migrants concentrés en Libye à des centaines de milliers. Selon lui, il faut éviter que le trafic de migrants ne renforce Daesh par des ressources financières supplémentaires qui lui seraient allouées. Pour ce faire, les Européens demandent la mise en place au plus vite d'un gouvernement d'union nationale qui puisse autoriser les bateaux de l'Union européenne à traquer les passeurs jusque sur les côtes libyennes. L'entrée en fonction d'un gouvernement d'union libyen a été récemment proclamée par le Conseil présidentiel, organe composé de membres de factions rivales libyennes et mis en place par un accord interlibyen négocié sous l'égide des Nations Unies. Passons à présent à notre plat du jour. Il s'agit bien entendu de la livre égyptienne et de l'économie nationale de façon générale que je vous annonçais au tout début de cette émission. En effet, mesdames, messieurs, la Banque centrale d'Égypte a décidé une dévaluation de 13% de la livre égyptienne face au dollar. Le prix officiel du dollar est maintenant de 8,95 livres. Cette décision a été prise il y a près de 2 semaines. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est 2 semaines plus tard. Qu'est-ce qu'il en est de cette dévaluation et de ses conséquences. Je vous laisse avec ma collègue Salih Hamed. La Banque centrale d'Égypte, la BCE, a procédé à une dévaluation de la livre égyptienne par un lancement exceptionnel de 200 millions de dollars au prix de 8,85 livres égyptiennes, le dollar destiné aux banques. Celles-ci, à leur tour, ont vendu le dollar à 8,95 livres égyptiennes, soit une hausse de 13%. La BCE a de plus décidé de lancer à travers les 2 banques publiques, El Ahli et Masr, des certificats en livre égyptienne à un taux d'intérêt de 15%, alors le maximum proposé était jusque-là de 12,5% pour encourager les dépôts en livre égyptienne. De même, le gouvernement a décidé de figer le prix du dollar et de l'euro pour les détenteurs de bons du Trésor et d'obligations afin de les protéger des fluctuations. Ces mesures visent la stabilité du marché d'échange en Égypte, l'installation d'un climat encourageant les investissements et la relance de l'économie, expliquait Tariq Amer, gouverneur de la BCE, dans un communiqué. Suite à ces décisions, il ajoute: l'Égypte a affronté plusieurs défis ces derniers temps avec la baisse du tourisme, des exportations, des transferts des expatriés, de l'investissement, etc. Bref, toutes les ressources procurant des devises étrangères. Le marché noir et les spéculations ont également aggravé la situation. La BCE a donc dû intervenir pour contrôler le marché et a décidé d'adopter une politique plus flexible en orientant le taux de chômage. Nous visons 25 milliards de dollars de réserve fin 2015. La BCE a de plus décidé de supprimer le plafond des dépôts en dollars pour les particuliers. Depuis février 2015, un plafond quotidien de 10 000 livres égyptiennes et 50 000 livres égyptiennes mensuelles était appliqué. Même chose pour les entreprises. La BCE était intervenue début février, une première fois pour le faire passer à 250 000 livres égyptiennes pour les entreprises et à 1 million de dollars 2 semaines après.